Bonjour à tous et à toutes. Pour cet épisode, l'épisode 18, je reçois Véronique Lelanne. Donc oui, une cousine. Elle est herbaliste et coach. Bonjour Véronique, comment vas-tu? Bonjour Joël, je vais très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir partagé pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne. Bien sûr, d'ailleurs aussi, puisque aujourd'hui nous retournons en France pour découvrir le parcours de créateurs d'entreprises et de projets personnels au travers d'un échange convivial. Donc cette fois-ci, nous sommes en France, dans la région de la Bourgogne, je crois, c'est bien ça, Tout à fait, Véronique? c'est le début de la Bourgogne, précisément dans le département de l'Yonne. Donc on est dans Lyon, à peu près à 150 km, 135 km de Oui, c'est Paris, ça. à l'est. Donc commençons un peu par le début. Véronique, peux-tu te présenter brièvement? Oui, alors je suis herbaliste. En fait, ça signifie cultivatrice de plantes médicinales. Donc, et je cultive mes plantes dans un jardin au début de la Bourgogne, dans Lyon, comme je t'ai dit, sur 4 hectares. Et je suis aussi formatrice sur les plantes médicinales. Et il se trouve que en réalité, j'accompagne aussi des femmes entrepreneurs à développer leur activité parce que ça, c'est mon métier actuel, mais avant, j'ai eu un passé de photographe, Mhm. reporter et donc d'entrepreneur. Voilà, donc je mets au service maintenant des femmes qui ont des projets professionnels de type petite entreprise, on va dire, à développer à la fois leur confiance et leurs compétences dans les outils numériques en les accompagnant. Voilà, donc je retrouve en fait mes premiers amours de photographe par ce biais. Très bien. Donc tu as parlé de herbaliste. Pour moi, ça sonne un peu comme un anglicisme. Lien entre herbaliste et herboriste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence qui se cache derrière? En fait, il n'y a pas de différence en réalité. En réalité, herbaliste, effectivement, c'est le mot anglais pour dire herboriste. Ah. Et peut-être les auditeurs ne le savent pas parce que c'est quand même très spécialisé, mais Mhm. en France, c'est très différent de l'Allemagne. On a eu en 1941, donc pendant la guerre, sous Pétain, le diplôme d'herboriste a été supprimé. Ok. Donc, ont pu s'intituler herboristes ceux qui étaient diplômés jusqu'en 1941. Donc, autant dire que maintenant, il ne reste pas beaucoup d'herboristes en vie, hein. Mhm. Oui, Ou d'accord. alors ils ont 100 et quelques années. Donc, en fait, le terme qu'on utilise maintenant en France, c'est herbaliste, qui en réalité signifie exactement la même chose qu'herboriste. Donc, D'accord. ce sont des personnes formées aux soins et aux conseils et aux plantes médicinales, en fait. Ok, donc ça nous permet de revenir sur ton activité avec les plantes, colombier vert, à Champlé, je crois que c'est ça? Oui, alors quand on est de Lyon, on dit Chanlay, on ne prononce pas le P. Ah mince alors. Ah ben voilà, Donc je suis tombé mais dedans. personne ne connaît. Personne ne Non, moi connaît j'ai Chanlay. regardé. C'est un petit village Oui. de 750 Champlé. habitants, Oui, mais c'est un maintenant je champ. vais être mondialement connu, je pense, au niveau de On reste au niveau de l'Europe, hein. Chanlay. On va essayer. Voilà. Ah, mais je vais supprimer au montage, hein. Non mais voilà, donc Chanlay, c'est un tout petit village de 750 habitants qui Oui. est au début de la Bourgogne, dans l'Yonne. Mhm. Donc très proche de Paris en fait, et où on a acheté un bâtiment du XVIIe siècle qui a une très très belle histoire. Mhm. Donc je peux la raconter brièvement, c'est possible. On peut en parler En fait, longuement, hein. on va en parler longuement aussi, oui. Donc en fait, le lieu, on a acheté ce lieu il y a 13 ans avec mon mari. Et c'est un bâtiment qui date du XVIIe siècle et qui, pour l'anecdote, a été offert par le roi Louis XIV à comment on appelle ça, son cartographe militaire, Mhm. le marquis de Chanlay, qui en fait a réalisé de belles campagnes, a cartographié à l'avance ces campagnes. En fait, c'est un cadeau royal, c'est-à-dire il lui a fait le plaisir de découvrir un château avec un jardin en revenant d'une de ses campagnes. Alors nous, on n'a pas le château. Je t'arrête tout de suite, on n'a pas le château, nous on a la ferme du château. D'accord, mais j'ai vu les photos. Après, je pense que les auditeurs iraient en jeter un coup d'œil comme moi Oui, sur Google Maps pour pas le citer. J'ai vu que c'était tes photos en plus avec elles sont superbes. Donc les photos qu'on voit, c'est la ferme. voilà, exactement, c'est les communs, donc la Mhm. basse-cour en fait, La basse-cour, oui. sur laquelle on voit un colombier, donc Mhm. c'est ce qui a donné le nom au colombier vert. Mhm. Et un colombier, c'est là où donc on a élevé les pigeons, les colombes. Mhm. Euh,
Et en fait, ce bâtiment a survécu, c'est intéressant parce qu'en fait, il a toujours eu un usage de ferme, Mhm. alors que le château, finalement, au bout d'un moment, ça sert plus à grand-chose. Ouais, Donc, il a été démoli comme pierre de carrière. Donc, il n'y a plus aucune trace du château, mais il restait la ferme. donc les pierres ont Et été reprises, hein, ouais. Ouais, comme arrive oui, beaucoup tout sur a beaucoup de été. châteaux, Tu quoi. sais, Oui, voilà, c'est un peu économie circulaire, hein. ouais, ouais, oui. C'est dans les villages aux alentours se trouvent les fenêtres, les pierres, etc. Tout a été réutilisé Mhm. localement en fait. Mais il reste ce superbe colombier en fait qui vraiment domine en fait tout l'ensemble des bâtiments. Mhm. Et il y a 4 hectares, c'est sur 4 hectares et demi de terrain sur lesquels il y a une partie de jardin cultivé. Donc ton parcours personnel, photographe, herbaliste, rénovatrice de ferme royale, mais encore. Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai un parcours à la base, j'ai une formation en ethnologie en fait. Donc en ethnologie, c'est l'étude des peuples sans écriture. Mhm. Et ensuite, j'ai bifurqué sur la photographie. Donc je me suis saisie d'un appareil photo pour comprendre le monde, plus qu'un stylo. Mhm. Et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Donc j'étais à la fois reporter, photographe et artiste-auteur. Au bout de 20 ans, je trouvais que j'avais un peu fait le tour en fait. Et j'ai eu envie de faire fonctionner, enfin de me tourner vers d'autres projets. Et Mhm. on a eu l'opportunité avec mon mari de s'installer en résidence principale justement dans Lyon, donc dans ce lieu à Chanly. Et là, j'ai troqué l'appareil photo pour la truelle, on va dire. Donc je me suis formée à la maçonnerie et notamment la maçonnerie du bâti ancien pour Ah oui, pouvoir restaurer correctement ce bâti qui date du XVIIe. oui, Et là, je me suis passionnée pour toutes les techniques de restauration du bâti ancien, d'accord. Mhm. et notamment avec des techniques écologiques, on va dire, puisque les Mhm. techniques de restauration du bâti ancien sont écologiques. Donc là, j'ai géré pendant presque 10 ans le projet du Colombier Vert. Donc c'est une grosse restauration, hein, comme vous pouvez voir sur le site web si vous avez la curiosité d'y aller. Oui, oui, on donnera Et le j'ai lien à la géré fin, des équipes. Voilà, ou c'est dans ça. l'article. Et j'ai aussi, en parallèle des bâtiments, développé un jardin et planté un jardin, et notamment avec des plantes médicinales, mais pas que. Et ce qui fait que j'ai plongé complètement dans le monde végétal, et à tel point que je me suis formée et je suis devenue herbaliste à la suite d'une formation qui a duré sur 3 ans à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Mhm. En fait, j'ai retrouvé un de mes premiers intérêts en fait en photographie. En photographie, j'étais formatrice déjà pour des gens qui voulaient apprendre la photo. Et j'adorais ça en fait. J'adorais cette posture de formatrice. Mhm. Ce qui fait que maintenant, je suis formatrice, mais en plantes médicinales. Et je forme le grand public ainsi que les maraîchers à la culture et aux soins par les plantes. Comme j'aime bien toujours apprendre en même temps que transmettre, ça va un peu de pair. Mhm. Euh, J'accompagne aussi des femmes entrepreneurs au développement de leur activité professionnelle, ce qui fait que je ressens autant sur les sujets techniques, administratifs, vraiment purement pratico-pratiques, j'ai Mhm. beaucoup de compétences et aucun problème. Mhm. Autant j'ai vite vu que j'avais des lacunes en coaching perso, on va dire. Donc je suis en train de me former au coaching. Donc revenons sur ta formation de coach, ça veut dire que tu veux coacher les gens, donc tu te fais certifier, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'éprouve le besoin en fait d'avoir un cadre et notamment un cadre éthique afin de mieux accompagner sur la partie perso, coach perso. Ok. Autant mentoring ou coaching pro, ça je maîtrise, ça va. Autant je sentais afin d'avoir un cadre professionnel et surtout une éthique dans le coaching, là d'acquérir des outils, déjà des outils concrets de coaching, Mhm. et ensuite un cadre éthique. Donc je suis une formation afin d'être coach certifié fin décembre. Voilà, afin de mieux accompagner en fait les clientes que je peux avoir dans le cadre de cet accompagnement. Voilà, alors le lien dans tout ça, Mhm. Oui, le le lien wrap-up. dans tout ça, c'est qu'en fait, je voudrais te parler de l'Allemagne parce que Tombe bien, c'est un peu l'Allemagne, la thématique. exactement. Et je voulais te dire à quel point l'Allemagne m'a inspirée. Ok. Ouais, donc ce qui intéressera peut-être des auditeurs qui sont en Allemagne Mhm. ou francophones, c'est qu'en fait, il y a très longtemps, quand j'étais une jeune photographe, je devais avoir 25 ans, j'ai eu un reportage passionnant qui m'a envoyé en Allemagne, à Düsseldorf très précisément, à l'hôpital pour suivre des infirmières. Et en Mhm. fait,
là, j'ai découvert qu'en Allemagne, les infirmières, enfin, du moins dans cet hôpital à Düsseldorf, soignaient avec les plantes. Mhm. Et alors, c'était très drôle parce qu'en fait, on a été dans 2 services. Dans le service des soins intensifs. Alors, les soins intensifs, c'est là où il y a le plus de technologie Ouais. en termes de, voilà. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une infirmière qui soignait avec les plantes les gens en soins intensifs. Alors, Ok. venant de France, déjà, c'était extraordinaire. Et Mhm. ensuite, on a été au service maternité. Et là, tu dois peut-être te rappeler de notre grand-mère commune, Mamie, Oui, Manu, oui. qui ne ju- Qui oui, ne jurait que par qui les ne plantes. jurait que par les plantes. Et est-ce que tu te souviens, il y avait 2 plantes, enfin, c'est pas 2 plantes d'ailleurs, il y avait L'arnica. le chou, Le chou, oui. Pour les le douleurs, oui. chou, voilà. Donc Mamie nous parlait toujours de chou. Nous, ça nous semblait très folklorique. Oui. Mais il se trouve que, Maintenant, avec le en fait, recul, voilà. Ce que j'ai découvert donc dans la maternité en Allemagne, ils m'ont ouvert un frigo et dans le frigo, j'ai que vu des feuilles de quoi? chou. Des choux, Alors, des feuilles de choux. Alors c'est marrant parce que donc le chou a été utilisé, tu peux préciser, ça vient un peu, c'était pourquoi? Pour les Oui, douleurs, pour les mais en contractions, fait, non, c'était à la au cataplasme, maternité. En fait, les feuilles de chou, si tu vois pour les feuilles de l'allaitement. chou paumées, tu sais, le chou blanc, Oui, en fait, si tu prends une feuille, elle a la forme, tu peux te l'appliquer directement sur une poitrine oui, de femme allaitante. Et elle englobe directement le sein. Et comme tu les mets au frais dans un frigo, en fait, ça rafraîchit les seins qui sont parfois enflammés. Et en fait, ça atténue les douleurs liées au début au début de l'allaitement. justement de l'allaitement. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est Et vrai. ça, c'était très drôle d'ouvrir ce frigo rempli de choux, De, en fait. de feuilles de chou, ouais. Voilà. Et cette infirmière s'était formée toute seule en fait sur les plantes. Elle s'était plongée dedans et elle nous a montré en fait, elle nous a expliqué. Donc je l'ai vu utiliser de la lavande et des massages aux Aux huiles huiles essentielles de essentielles. lavande Mhm. pour réduire les douleurs de l'inflammation après des radiothérapies et des cancers du sein. Donc c'était pas sur des petites de la bobologie, hein, c'était vraiment Non, sur les soins intensifs et des pathologies très lourdes pour lesquelles elle utilisait en complément en fait les plantes. Et on a aussi, c'est pour ça que je te dis, ça m'a beaucoup inspiré à l'époque, mais il y a une éternité. mhm, Et c'est toujours resté dans ma tête cette vision en fait des plantes mhm. dans un cadre médical en Allemagne. Et il y avait en Allemagne, l'Allemagne est souvent en avance par rapport à ça, bien sûr, des champs qui étaient plantés à l'époque avec des tas de plantes, dont des plantes médicinales, où les gens pouvaient se servir en fait de Mhm. plantes et faire leur cueillette. Et en fait, ça, c'est toujours resté dans ma tête, cette histoire-là, Ok. sur les plantes. Tu vois, l'utiliser par exemple en soins intensifs aussi. Les gens, comme ils peuvent pas bouger, enfin, c'est compliqué. La camomille romaine, par exemple, en hydrolat pour soigner les aftes dans les bouches, ou bien le calendula ou le souci Mhm. pour cicatriser mieux les escarres ou les cicatrices d'opération. C'est quelques petits exemples que j'ai observés en Allemagne et j'ai toujours regretté que la France ne s'y mette pas. Après, on fait une digression sur l'utilisation de l'ail, les armées, augmentation des rations sur certaines plantes ou certaines bulbes pour préparer l'organisme à, on va dire, des rhumes ou des inflammations. Enfin, le rôle connu de l'ail anti-inflammatoire et désinfectant, quoi. Ouais. Mais justement, comme tu parles des armées, il y a une plante notamment comme ça que j'adore, qui est l'aquilée millefeuille, et on l'appelle l'herbe au guerrier ou l'herbe au charpentier. Et en Ok. fait, c'est une plante qui est connue depuis la nuit des temps et qui suivait notamment toutes les armées romaines, parce qu'en fait, c'est une plante qui arrête le sang et qui arrête les coupures liées aux blessures par les armes. Donc un coagulant ou un... Oui, Ok, exactement. Elle est hémostatique, c'est-à-dire elle arrête le sang. ok. Et par exemple, oui, oui, et en fait, les éleveurs, par exemple, de brebis la connaissent pour ça, Mhm. mais aussi l'herbe au charpentier, on dit, parce que il paraît que les charpentiers se coupent beaucoup. Avec Voilà, les enfin tuiles. bref, c'est une plante qui arrête les blessures. Ok. Et en fait, tu vois, ça c'est typiquement une plante qui est connue depuis des milliers d'années Mhm. et qui est aussi une plante très utilisée pour les femmes, à part ça, puisqu'il y a une affinité avec le sang, en fait, Bien donc sûr. le cycle. Mhm. Ok. Voilà, donc l'Allemagne, pour moi, ça a été inspirant, cette expérience qui est toujours restée dans ma tête, et ce lien entre les femmes, les plantes et le soin. Mhm. Et en plus, vous avez en Allemagne un des grands modèles d'herboriste ou de naturopathe, c'est Hildegard de Bingen, Mhm. et qui a été canonisée en 2012, c'est-à-dire qui est devenue sainte de l'Église et qui est née en Allemagne. Et elle, c'est une grande inspiratrice pour beaucoup de femmes, en fait. Tu vois, j'en apprends énormément en discutant avec ma cousine d'autres sujets plus sérieux. Très bien. Oui, et
c'est vrai qu'il y a un grand retour sur la médecine selon Hildegard de Bingen, puisqu'en fait, elle, c'était beaucoup. Elle avait une énorme connaissance. Tu sais, c'est un peu un personnage comme Léonard de Vinci, mais elle est précurseur de Léonard de Vinci. Ok. C'est-à-dire, à l'époque, c'était une connaissance universelle. C'est-à-dire, elle connaissait, c'était une femme lettrée, déjà, ce qui était très rare à l'époque. Elle Ouais. communiquait avec les plus grands de son siècle, les rois, les princes, le pape. Elle conseillait ces gens-là. Et elle était à la fois auteure de. Elle a écrit quelque chose comme 77 pièces en grégorien de musique. Ok. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur les plantes ou sur les minéraux, sur les animaux, des ouvrages de santé. Elle était aussi, elle étudiait l'astronomie, la position des planètes, etc., d'un point de vue scientifique. Et elle avait découvert en fait le rôle de certaines plantes et elle soignait dans son abbaye. C'était une abbesse de plusieurs abbayes. Ok. Enfin, je pourrais t'en parler en fait pendant une heure, mais c'est pas le thème du jour. C'est juste pour dire qu'en Allemagne, vous avez une mère fondatrice de l'herboristerie qui est juste fantastique. Donc, Merci les Allemands. donc... c'est bien, on fait le lien franco-allemand, c'est très bien. Parce que Voilà, c'est un peu exactement. là-dessus, tu vois. J'aurais pas attendu ça de notre discussion. Comme moi, je pense que les auditeurs vont être ravis par curiosité d'apprendre une nouvelle thématique. Hildegard, merci beaucoup. Oui, oui, oui. Elle mérite d'être redécouverte et étudiée. Donc voilà, effectivement, j'encourage à aller voir sa vie, son œuvre. Je pense qu'on mettra un lien sur l'article. Hildegard, une source d'inspiration. J'imagine que la famille Lelanne, donc nos grands-parents, aussi une grosse source d'inspiration pour toi, puisque herboristes, ils étaient horticulteurs. Oui. Sur Bordeaux. Donc, je pense que tu me l'as dit un peu en off, on revient là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler? En quoi ça a été une inspiration pour toi? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, nos grands-parents étaient horticulteurs à côté de Bordeaux. Et en fait, ce qui me fascine complètement, c'est qu'ils ont éduqué 7 enfants, une famille nombreuse, sur 2000 mètres carrés, donc un petit terrain. Et ils ont réussi à faire vivre toute cette famille et à éduquer tout le monde, à leur payer d'ailleurs de super études. Et eux, leur but, ça était aussi de leur payer des études pour sortir de cette condition, en fait, qui était difficile, hein, quand même, faut pas se masquer les choses. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, sur cette toute petite surface de 2000 mètres carrés, ce qui m'amuse, c'est que maintenant, on parlerait de permaculture, avec un écosystème résilient, tu vois. Oui. Alors que c'est rien de nouveau, quoi. On est bien d'accord. Rien de nouveau. Ouais. Et je rigole parce qu'en fait, ils avaient des poules, du compost, des lapins, des pigeons, un potager, des plantes de soins, C'est vrai, les pigeons, des j'avais arbres, oublié. un verger. Ouais. Oui, les pigeons. J'avais oublié. Les Moi, je me roux. rappelais des poules. Ouais. Oui. Et en fait, ils fonctionnaient en économie locale et circulaire. Et en fait, c'est drôle parce que c'est une vie dont rêvent nombre de citadins à l'heure actuelle. Et beaucoup de jeunes reviennent, en fait, nous ça s'observe dans Lyon, beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, reviennent s'installer à la campagne ou rêvent d'une vie plus ancrée sur la nature et surtout une certaine forme d'autonomie aussi et de production de nourriture ou de plantes de soins. Voilà, donc c'est inspirant dans ce sens-là où finalement on a connu à travers nos grands-parents cette vie-là. On en revient en fait. On est venu d'une société de surconsommation, tout est à portée d'un clic, livraison à domicile. Et au final, la valeur du travail en fait, puisque tu plantes, tu dois la patience, la slow food, on parle souvent, le fait d'avoir certains légumes. Moi je sais que nous, de notre côté, on a cette approche aussi, en Allemagne là-dessus, sur tout ce qui est recyclage, biotone, donc la poubelle compost. On s'est rendu compte, on a commencé à changer aussi notre approche, c'est-à-dire que quand tu vas acheter tes courses, tout est sous plastique, on a dit on va réduire notre plastique. Oui. C'est pas nouveau, mais c'est juste une discipline soi-même de se dire voilà, mais tous les 2 jours tu vas acheter ton jambon à la coupe, tu vas acheter des légumes qui sont produits en circuit court, régionaux, acheter des tomates en hiver, voilà une autre aberration qui me... Voilà, donc ça t'a inspiré et donc c'est un peu ça, tu reprends un peu le lien sur... tu plantes pas, tu vends pas des fleurs, tu fais plus des plantes. Non, je plante des fleurs, mais des fleurs pour le soin et pas forcément pour les vendre en tant que bouquet de soins. Mais d'ailleurs, ce qui est amusant aussi de constater, c'est en France, je pense qu'il y a peut-être ça aussi en Allemagne,
l'horticulture, tu sais, et les fleurs sont produites à des milliers de kilomètres d'ici, Oui, sous serre au nord et dans d'Afrique. des conditions, Oui. voilà. Et en fait, on a un grand retour de l'horticulture locale des gens qui, en fait, qui plantent des fleurs pour la consommation locale, pour les fleuristes locaux. Et ça fait quoi? Depuis 200 maintenant? À peu près 2-3 ans en France. Mhm. Et donc, mais c'est comme tout. Et par rapport à ça, je voudrais juste dire un truc, c'est qu'en fait, ce sont des cycles, effectivement. Tu as des cycles, comme ça, on va dans un sens, on y va Mhm. trop loin, puis on revient. Et en fait, il y a comme des cycles et qui sont un peu aussi une façon de voir les choses, qui est aussi le cycle de la nature, en fait, Mhm. qui est le cycle naturel. Que j'aime bien regarder aussi la vie comme ça, comme un cycle, en fait. Et par exemple, ce qui est intéressant quand tu t'intéresses au monde végétal, c'est que tu comprends beaucoup cette notion de cycle naturel, avec l'été, l'automne, l'hiver, le Les plantes printemps, qui meurent, qui et renaissent. Et ouais. voilà, Mhm. qui renaissent, etc. Et comme les cycles humains aussi, on a tous des cycles comme ça, Mhm. les femmes ont des cycles aussi. Mhm. Donc c'est toujours intéressant aussi de regarder les différentes échelles de cycles, en fait, les petits cycles comme les grands cycles. Mhm. Et, euh, et en fait, c'est intéressant je trouve, par les plantes aussi, d'observer les cycles des plantes, du début de la première graine jusqu'au moment où elle-même fait ses graines, Et pour ouais. comprendre toutes les étapes. Et en fait, ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est de transmettre et de partager toutes les informations et les connaissances que je peux acquérir. Et à vrai dire, tout ça, enfin par les plantes, du moins pour moi, la transmission des plantes se fait beaucoup par une chaîne de femmes, Mhm. des femmes qui apprennent et qui transmettent à d'autres femmes, ce qui a toujours été le cas en fait depuis la nuit des temps. C'est souvent une transmission qui était orale. Mhm. Et qui est important de maintenir. Pour moi, c'est important en tant que femme de... Bien sûr, les femmes, elles prennent soin de leur famille, elles prennent soin des humains, elles prennent soin des végétaux, des animaux, etc. Elles sont beaucoup dans le soin, les femmes. Mhm. Et en fait, cette chaîne-là, pour moi, c'est un peu une mission aussi que d'acquérir un max de connaissances là-dessus, de les transmettre à mon tour, ce qui aussi me permet, moi, d'approfondir le sujet, parce que tu n'apprends jamais mieux que quand tu dois Quand apprendre aux tu, autres. ouais, Tu es voilà, obligé. quand tu l'expliques Ouais. à quelqu'un d'autre, c'est la meilleure Voilà. approche. Si tu vas voir si tu as bien Voilà. compris, et si tu es capable d'expliquer ça à Exactement. quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu l'as bien appris. Ouais. Voilà, exactement. Et puis tu apprends énormément aussi des autres par leurs questions, Mm. par leur façon de voir, Reformuler, etc. ouais. Donc voilà. Et en fait, ce qui me motive beaucoup dans la vie, moi, c'est cette histoire de partage et de transmission. Et c'est ce qui m'a amené aussi, tu vois, à développer ce volet qui, comme ça, peut paraître un peu éloigné de justement coaching ou accompagnement, tu mets les mots que tu veux là-dessus, Mhm. effectivement, pour permettre aussi à d'autres femmes de s'élever, de gagner confiance en elles, Ouais. de développer leur business ou tout simplement de développer leur confiance en elles, afin Mhm. qu'elles-mêmes puissent être plus assurées et pouvoir assurer cette chaîne de transmission. Au final, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que il y a besoin d'avoir ce lien. Moi, j'appelle ça toujours la pitchonnette. C'est un peu comme moi avec mon podcast. Si j'avais pas démarré, j'avais l'idée depuis longtemps. Mais si une personne, un ami, peut me dire, ben viens, on commence à enregistrer, on démarre. Il y a besoin de mettre ça en mouvement. C'est le plus difficile, c'est de mettre la pierre qui commence à rouler, hein. L'entrepreneuriat, c'est un peu ça. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est en mouvement, il faut maintenir ce mouvement et ça continuera à rouler. Mais le plus dur, c'est le moment, hein, le physicien, on va dire. Le moment pour mettre cette pierre en mouvement, c'est dire, ok, on se lance et être accompagné, l'échange, puisqu'en fait, euh, d'autres personnes vont venir avec d'autres idées et c'est de l'entraide, en fait, qui permet Oui, et puis d'avancer. ce qui est super, c'est aussi ce que tu dis, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, la vie, c'est le mouvement, Mhm. c'est le changement. Mhm. Et qu'en fait, tu commences quelque part, Mhm. et en fait, ce qui est super intéressant, c'est le chemin que tu fais. En fait, tu sais pas très bien toujours où tu vas, tu sais. Ouais, En fait, on la réadapte. vie t'amène aussi des choses. Voilà, tu Ouais, réadaptes sans arrêt. ouais, Et certes, tu as des objectifs, tu as une vision, tu as tout ouais, ça, bien sûr. Mais après, tu as aussi plein de belles choses qui t'arrivent sur le chemin. ouais, Et parfois, c'est bien voilà, d'observer ça. Puis finalement, ta vie, elle prend d'autres chemins. Et exactement. c'est. Mm. Ouais. Et tu sais pas très bien d'ailleurs où ça va t'amener. Oui, c'est Et ça, c'est. Oui, c'est ça. le lien, tu le vois souvent après coup. Tu vois, tu dis pas, je vais faire ça dans ma vie. Tac, tu peux te dire, je vais faire cette carrière toute tracée, ou ce Ouais, chemin professionnel ou personnel. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt quand tu fais, hop, retour arrière tu regardes et en que tu arrière. réexamines les choses. Mm. Voilà, tu réexamines les choses en arrière. Tu dis, mais si, en fait, il y a un lien. Il y a le chemin Il y a parcouru. des choses. C'est la remarque que je te Voilà. disais avec la rénovation, parce que je regardais ton site où il y a tout l'historique de la Oui, rénovation, et quand tu regardes après le chiffre des années,
et tu dis, ah ouais, quand même, quand tu vois les photos avant, après, les différentes Oui, étapes, tu te dis, en fait, on a fait un sacré bout de chemin. C'est toujours cette approche pour l'entrepreneuriat avec les différentes marches. La première marche est peut-être la plus haute, peut-être après les marches d'après seront plus petites, mais à un moment donné, tu vas être à 10 marches au-dessus de la position où tu étais. Si on peut voir ça comme monter des escaliers en regardant en arrière, en disant mais regarde tout ce que tu as accompli, ça a pris un autre chemin, ça t'a amené à d'autres idées, mais une idée en apporte une autre, on réoriente, et c'est le principe de la vie, tu vois. Quand tu dis, à l'origine, moi je me rappelle, il y a très longtemps, te voir toujours avec l'appareil photo, tu prenais plein de photos ouais, artistiques super belles, et que cette connaissance que tu as là, tu l'as encore maintenant, tu la partages, ça te permet d'illustrer, tu vois, bien c'est sûr. lié à tout. Ça permet Mm. d'illustrer sur tes plantes, moi je trouve ça super, donc sur les photos que tu publies, soit sur le site, soit sur, je crois, un Instagram ou autre. Ou Instagram. Et je me dis, c'est quand même impressionnant. Tu vois, je ne me rappelais plus que tu avais fait des études Technologie. d'ethnologie, et en Mm. final, ce que tu as appris là, tu l'utilises pour l'empathie Oui, avec les gens, comment les gens exactement. fonctionnent, ce qu'ils ont Mm. besoin, la transmission Mm. de connaissances. Enfin, donc ça nous fait arriver un peu à la fin malheureusement de notre épisode. Je pense qu'on pourra en refaire un autre sur une thématique plus précise sur des plantes. Moi j'avais plein de questions sur les plantes, mais bon tant pis, ça sera pour une autre fois. On peut le faire, si on peut prévoir quelque chose de bien plus Voilà. orienté herbalisme, justement, sur des plantes. Mais Oui. effectivement, pour en revenir à ça, c'est vrai que si on pourrait conclure, moi j'aurais énormément envie de dire aux gens qui vont écouter le podcast, c'est de se former et puis surtout d'aller faire des sorties botaniques, d'apprendre avec d'autres personnes et de commencer en fait ce chemin-là parce que retourner vers le vivant, ça me semble indispensable et retourner vers le monde végétal et se reconnecter avec la nature, actuellement, ça me semble une réponse très pertinente parce qu'on a été peut-être trop loin dans l'autre sens. Mm, Et ça fait un bien fou sur tous les plans. mm. Et maintenant, ça se développe énormément. Donc, je sais qu'il existe tout un tas. Alors, pour les gens qui sont en ville, tu as des tas de visites qui se font même en ville. Hein, Ou où, les Kleingarten qu'on a beaucoup en Allemagne, ça c'est quelque chose qui revient en France dans les c'est jardins quoi ça? ouvriers. Les Kleingarten, Ah, les c'est jardins ouverts. les jardins Oui, ouvriers un bien peu. sûr. Ça revient en France, et enfin Ah, énormément, pour oui. la petite anecdote, nous on a un petit jardin, on a planté des fraisiers, des framboisiers, et le fait de voir, comme tu le disais avant, de voir évoluer ces plantes-là, bon, c'est sûr, on va pas nourrir toute la famille avec, hein, mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir de sortir quelques grammes ou quelques fraises, dans le sens où Oui, tu vois évoluer, ben là, les fraisiers sont en fleurs, ils ont poussé comme pas oui, possible. Donc ce retour au vivant, en fait, ça me fait penser aussi, je pense que pour toi aussi, ça fait longtemps, c'est l'histoire. Il faut cultiver son jardin, hein, Candide, oui. hein. Et à l'époque, quand tu dis, ouais, bon, on est bien d'accord pour, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, de dire, bon, Voltaire, c'est ça, je crois, sur Oui, le bac français, qu'est-ce que c'est chiant. Et au final, avec l'âge, tu te dis, mais c'est vrai, quoi. Il faut cultiver oui. son jardin, et là, tu te dis, bon, ben non, et quelque part, la sagesse, tu vois. Oui, et puis on peut commencer par des choses très très simples. En Mm, fait, il y a des choses qui poussent hyper bien, qui sont très simples. Et puis surtout, il y a quelque chose moi j'encourage les gens qui ont un petit bout de balcon ou un petit bout de jardin à planter des plantes à tisane, je dirais, parce que mm, la tisane c'est une des meilleures formes en fait pour assimiler les plantes du soin mm. et de redécouvrir en fait le goût des plantes fraîches, de se faire une tisane avec des plantes fraîches. Ouais, j'ai Ça même n'a envie. strictement rien à voir avec les plantes séchées. Ça, par Ouais. exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question un peu naïve de dire, mais alors, est-ce que je peux prendre des tisanes de plantes fraîches? Parce que on a oublié ça, en fait. Ouais. Ce geste super simple qui est juste d'aller cueillir quelques plantes Ben, le après ton thé, le déjeuner thé pour... marocain, le thé à la menthe, Ouais. moi j'ai de la menthe sauvage, quelques feuilles pour le taboulé, pour le thé à la menthe, et c'est super comme truc. Voilà, et tu vois, tu as des plantes qui sont d'ailleurs 10 000 fois meilleures fraîches que sèches, comme la mélisse par exemple, qui Ouais, est une plante ouais, exceptionnelle que j'encourage à... et qui en plus est assez envahissante, donc c'est bien, Oui, c'est une elle m'a gentille envahi, elle est en envahissante. train de m'envahir, moi. Oui, Il faut que mais c'est sympa. chaque année je la coupe, et là je l'ai séchée, mais c'est vrai que quand j'y pense, il faudrait Oui. l'utiliser en fraîche, comme tu m'avais dit l'autre fois. Oui, en frais, rien à voir. Donc, ça vaut le coup d'avoir comme ça une dizaine de plantes. Hein. Faut pas forcément chercher à commencer à connaître tout, mais Non. des trucs.
Voilà, des choses assez banales, des fois. Le basilic, moi. Voilà, basilic, exactement, du calendula, de la verveine. Mais très bien, Véronique. On arrive un peu à la fin de notre épisode. J'aimerais un peu faire un petit rappel de tes coordonnées. Merci beaucoup pour ta participation. Je pense que ça a été très instructif et différent de ce qu'on a écouté jusqu'à présent. Mais bon, c'est un peu le principe de ce podcast. On découvre des profils différents, des thématiques différentes. Donc Véronique, pour nos amis autour de la région parisienne à Champlay, mais je dirais à allez, je vais toujours dire le B, Chanlay. Un petit rappel de tes coordonnées. Oui, alors le colombier vert, donc qui est le lieu à Chanlay, donc c'est à côté de Joigny, au début de la Bourgogne. Donc il y a un site internet qui s'appelle lecolombiervert.fr, tout simplement. On a aussi donc une page Facebook et un Instagram au nom du colombier vert. Et donc là, c'est pour découvrir les activités qu'on fait sur le lieu qui sont autour des plantes médicinales et globalement du monde végétal. Et les activités vont se développer puisque en fait, je vais aussi recruter des intervenants pour élargir l'offre de formation. En fait. D'accord. Donc ça, c'est le volet colombier vert. Et après, il y a le volet Véronique Lelanne, qui est à la fois formatrice donc en plantes médicinales. Donc on retrouve les ateliers que je fais et aussi l'offre de coaching qui va se développer. Donc là, j'ai aussi un Instagram à mon nom, Véronique Lelanne, une page Facebook et puis un site internet que j'ai commencé à faire qui s'appelle coacherformé.com. Très bien. Écoute, Véronique, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. C'était un plaisir. À bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 18 avec Véronique Lelanne, formatrice plante et coach, vous a plu. La semaine prochaine, pour l'épisode 19, nous retournons en Allemagne, à Stuttgart. Nous allons discuter avec Laure Schuby, qui va nous parler du bien-être par le chant. À bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode.